Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous fêtons le grand retour de Patrick Bronzé, reposé. et qui va nous ébouriffer avec sa nouvelle présentation. Vous imaginez ça. Patrick, Et c'est à toi. merci. Eh bien, nous venons donc de faire ensemble, Jean-Christophe, avec toute la communauté Melsion, le séminaire de rentrée mardi dernier. Séminaire de rentrée qui a donné l'occasion à de nombreux intervenants et à plein d'entrepreneurs d'échanger, de partager sur des sujets passionnants. Et dans le cadre de ce séminaire de rentrée, j'avais fait une présentation d'un livre que j'aime beaucoup et je me suis dit que pour la chronique, c'était intéressant de le partager, notamment avec tous ceux qui n'avaient pas pu venir mardi, avec nos partenaires BPI France et BDO au séminaire de rentrée 2020. Alors, pour tous ceux qui n'étaient pas venus, je vous rappelle qu'il y en a 2 par an, et donc le prochain est en janvier, tout début janvier. Donc, préparez vos stylos, vos baskets et soyez prêts pour début janvier. Mais voilà tout de suite ma présentation autour de l'idée de comment mieux réfléchir. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien parce que, bien entendu, la pensée, c'est un phénomène mystérieux. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas vraiment de compréhension de la façon dont le cerveau fonctionne. Alors, on le connaît d'un point de vue biologique, mais d'un point de vue opératoire, même si les neurosciences ont fait de très grands progrès au cours des 15 dernières années, il semblerait, par exemple, que pensée soit la conscience soit une propriété émergente. Bon, bah, très bien, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc, c'est un phénomène mystérieux. Et pour autant, mieux on réfléchit, mieux on décide. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de ses décisions? En améliorant la qualité de sa réflexion. Donc, sujet qui m'intéresse, puisque dans l'accompagnement des entrepreneurs qu'on fait depuis 25 ans, bientôt, les aider à décider, c'est les aider à réfléchir. Donc on a vu ça, on l'a vu sur 5 continents, on l'a vu sur plus de 10 000 entrepreneurs. C'est un processus dans lequel on peut s'améliorer. Donc, question que je pose à tout le monde, hein, est-ce que ça vous concerne? Est-ce que vous vous sentez au top et que vous n'avez pas besoin d'améliorer vos capacités d'analyse, de décision, de réflexion, bien sûr? Si vous êtes dans ce cas-là, n'écoutez pas cette chronique, mais envoyez-la peut-être au reste de l'humanité. Alors, il y a un homme qui s'appelle Shane Parrish. Et Shane Parrish, il a décidé de nous aider à mieux réfléchir. Et donc, qui est ce Shane Parrish fort sympathique, dont on voit que sa coupe de cheveux ressemble à la mienne? C'est le fondateur d'un blog qui s'appelle Farnham Street. Donc, vous pourrez aller voir ça. C'est une très belle ressource sur le web. C'est un Canadien. Il a été employé par l'Agence canadienne de renseignement en tant qu'expert en cybersécurité. Et à côté de ça, il avait démarré ce blog dans lequel il parle de lifelong learning. Il dit par exemple, lire un livre, c'est comme télécharger la pensée de quelqu'un de plus intelligent que vous. Et donc, il s'est mis à recommander à tous ses lecteurs sur son blog de lire. Et de lire quoi? Des livres que lui trouvait importants, dans cet esprit de on peut améliorer la qualité de sa réflexion. Et puis, pour des raisons mystérieuses, le succès c'est toujours un peu mystérieux, il est devenu très célèbre dans la communauté new-yorkaise de la finance. Dans la communauté new-yorkaise de la finance, c'est une communauté qui a plusieurs caractéristiques, mais l'une d'entre elles, c'est qu'elle est extrêmement compétitive. La deuxième, c'est que une bonne idée peut faire la différence entre un projet, un essai innovant et qui peut éventuellement réussir ou pas. Et donc, dans ce milieu hyper compétitif qui commence dans la tête des membres de la finance new-yorkaise, eh bien, ils se sont mis à passer son nom les uns les autres, de copain à copain, en disant tu devrais voir ça, c'est vachement bien, y compris donc des gens relativement célèbres, des patrons de hedge fund qui se sont mis à le faire venir à New York pour des conférences. Donc, lui a débarqué en short et avec son sac à dos dans
les immeubles extrêmement luxueux et avec des vues magnifiques, des grands hedge funds new-yorkais. Et il leur a juste dit, ben, les gars, il faut réfléchir et penser donc à Charlie Munger. Alors, qui est Charlie Munger? Charlie Munger, c'est l'associé historique de Warren Buffett chez Berkshire Hathaway. Et donc, c'est l'homme qui a collectionné depuis des décennies, il est plus tout jeune, comme Warren Buffett d'ailleurs, des manières de réfléchir à un problème ou à une question. Et donc, c'est l'homme dans le bureau d'à côté de Warren Buffett. Quand Warren Buffett a une idée, il va le voir et Charlie Munger fait des trous dedans en lui disant « Mon gars, tu n'as pas réfléchi. Voilà comment tu peux le regarder, etc. etc. » C'est probablement une des raisons du succès de Berkshire Hathaway, c'est-à-dire que non seulement les décisions sont prises à plusieurs entre gens extrêmement intelligents, bien sûr, mais aussi équipés d'outils. Et donc, qu'a fait Shane Parrish? Il s'est dit, mais je vais collectionner ces outils. Et il est arrivé à écrire ce livre qui s'appelle The Great Mental Models. Et c'est le volume 1, il y a 2 volumes. Et donc, dans The Great Mental Models, il déploie un certain nombre de réflexions et d'exemples de ce que sont les modèles mentaux. Un modèle mental, c'est tout simple, c'est un outil. On peut prendre une analogie, un marteau, un tournevis, une clé à molette. Donc, un marteau, c'est un objet qui, au fil des siècles et des millénaires, a évolué vers une forme de perfection et dont, évidemment, vous le savez, l'objet principal, c'est de taper sur quelque chose. Un tournevis, évidemment, lui aussi, a évolué au fil des siècles au mieux de son utilisation. Si vous essayez, évidemment, de visser une vis avec un marteau, ça marche un peu, mais beaucoup moins bien. Quant à la clé à molette, je ne peux pas vous en parler, c'est trop compliqué pour moi, je n'ai toujours pas compris. Mais si on prend cette idée qu'un modèle mental, c'est un outil pour votre esprit. Et donc, de la même manière que le marteau, le tournevis, la clé à molette ont évolué vers une forme de perfection, un modèle mental, c'est une idée tellement robuste parce qu'elle a été utilisée à de nombreuses fois par de nombreuses personnes et sur une durée relativement longue. Donc, on estime qu'il y aurait une centaine de modèles mentaux. Certains d'entre eux sont transversaux, ils peuvent s'appliquer d'un domaine à un autre, c'est-à-dire un modèle mental qui vient de la physique peut s'appliquer à l'économie ou à la sociologie ou au management. Pas tous, mais certains. Et en fait, il faut bien comprendre qu'ils sont une simplification de la réalité. Et on va en parler dans un instant. On ne peut pas réfléchir si on ne simplifie pas la réalité. Et donc, on peut le faire sans outils. Je peux essayer de monter ma maison avec mes mains, sans mon marteau, mon tournevis et ma clé à molette. Ça va être plus compliqué. Donc, réfléchir avec un outil, un bon outil qu'on saura repérer, c'est effectivement de l'efficience. Voilà le modèle mental. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, cet exemple, c'est un modèle mental puissant que j'utilise souvent, qui s'appelle « La carte n'est pas le territoire ». Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'expression relativement connue, mais allons explorer un petit peu ensemble ce que ça peut être. Donc, voici une carte. Et donc, cette carte, c'est une abstraction de la réalité. Ça ne nous dit pas précisément où nous sommes. Alors, j'ai un peu, bien sûr, cherché à vous donner une vision claire de la situation. Le seul petit indice en bas, c'est que vous voyez que c'est à la frontière entre la France et l'Espagne. Donc déjà, vous voyez à peu près qu'on est vers le sud-ouest de la France. Bon. Je rajoute un peu de détails. Le relief, alors c'est toujours une carte, mais tout d'un coup, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans la montagne. Donc, on est toujours dans l'abstraction, mais avec une résolution un petit peu plus élevée, puisque nous avons rajouté une information supplémentaire. Maintenant, voici à quoi ça ressemble sur le terrain. Donc, c'est le même endroit. Voilà, donc cette carte que vous avez vue, le relief, eh bien, vous y êtes. Alors, cependant, une fois que vous êtes dans la réalité, ça ne vous dit pas vraiment ce que vous pouvez y faire. Parce que la carte, par exemple, que représente la simple vue de ce paysage, c'est
c'est une autre carte, c'est une perception. Elle ne vous dit pas quel est l'usage. Donc, ni la première, ni la deuxième, ni cette troisième carte ne vous le dit. Donc, un usage, par exemple, bien sûr, c'est l'estive des brebis, puisque ce sont dans ces belles régions des Pyrénées qu'on fabrique des fromages merveilleux avec le lait des brebis qui vont tout l'été monter dans ces belles montagnes. Mais ça ne vous dit pas tous les usages. Et voici notamment, moi, l'usage que j'en ai fait il y a quelques semaines. C'est pourquoi j'ai manqué la chronique. Ça doit être à peu près au moment d'une des chroniques pendant lesquelles Jean-Christophe a gardé le fort cet été. Merci et bravo Jean-Christophe. Donc, la carte n'est pas le territoire. Elle est utile. C'est une abstraction de la réalité. Ça décrit cette réalité avec une résolution basse. Bon, alors maintenant que vous avez compris le principe, appliquons-le à quelque chose de plus entrepreneurial. Un autre exemple de carte. Voici l'actif du bilan d'une société qu'il y a quelques années, nous avons aidé un de nos clients à acheter. Et donc, c'est un vieux dossier, mais au 31/12 de cette année-là, à l'actif du bilan, il y avait 62 337 € de marchandises. Qu'est-ce que c'est? C'est le même problème que tout à l'heure. Qu'est-ce que signifie cette information? Est-ce que ça veut dire que c'est comme ça? Un entrepôt bien rangé, avec des références? Ou est-ce que ça veut dire que c'est comme ça? On n'en sait rien. On n'en sait rien si on ne va pas voir sur place. Autre information tirée du même bilan, les créances clients au 31 décembre, 1 400 000 € pour 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous vous dites, mais il y a un problème. Ce n'est pas possible d'avoir presque un tiers du chiffre d'affaires en créances clients. Ça veut dire quoi? Est-ce que les clients ne payent pas? Ou bien est-ce que ça veut dire que 30% du chiffre d'affaires est réalisé en décembre? Auquel cas, c'est normal de ne pas avoir encaissé encore le chiffre d'affaires de décembre au 31 décembre. Et bien entendu, c'était le deuxième cas. Dans ce contexte, sur cette entreprise, les comptes étaient extrêmement précis, c'était des comptes très bien tenus, et donc cette abstraction de la réalité qu'était ce bilan, ici, était plutôt juste. Mais vous voyez que ça n'est pas toujours le cas. Donc, notre recommandation, bien sûr, sur la carte n'est pas le territoire, encore une fois, un exemple de ce qu'est un modèle mental, c'est que ça ne suffit pas pour réfléchir. Donc, il faut prendre conscience des moments où on réfléchit sur la base de la carte, au lieu de réfléchir sur la base de la réalité. Encore une fois, la réalité n'est qu'une forme de haute résolution. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut percevoir la réalité dans sa complexité, ça n'est pas vrai. Il y a trop de choses, il y a trop d'informations. Donc, nos cerveaux filtrent, bien entendu, un maximum d'informations pour pouvoir traiter la réalité, mais c'est un niveau d'abstraction qui est beaucoup plus détaillé. Parfois, la carte est assez précise, parfois non. Et donc, la question que vous devez vous poser, quand vous vous surprenez en train de réfléchir à partir d'une abstraction de basse résolution, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vérifier l'importance de la différence entre ma carte, et la réalité que je peux appréhender en haute résolution. Tout ça, c'est dû à un mathématicien polonais et américain, Alfred Korzybski, dont je ne recommande pas la lecture de ses ouvrages parce qu'ils sont extrêmement techniques, mais qui est quand même un grand monsieur qui nous a légué, et c'est pas très vieux, puisque c'est en 1930 qu'il a présenté les outils mathématiques démontrant cette théorie de la carte n'est pas le territoire. En 1930, on a fêté presque un siècle, et ça ne fait pas 10 siècles, 15 siècles ou 50 siècles que cet outil est utilisé. C'est le cas pour d'autres modèles mentaux. Donc la carte n'est pas le territoire. Donc ça, c'est un moyen d'appréhender un modèle mental. Et donc, Shane Parrish, dans son livre, décrit 8 modèles principaux et 3 idées fondamentales. Il les appelle les General Thinking Concepts. Je pense que tout le monde devrait les connaître, les apprivoiser
et les appliquer. Et donc, ma recommandation, c'est que vous lisiez ce livre, The Great Mental Models, dont vous voyez sur le côté en bas qu'il s'appelle General Thinking Concepts. Et quand vous aurez fini ce livre, il y a le volume 2, et le volume 2 est passionnant parce qu'il utilise des modèles mentaux issus des sciences dures, physique, chimie, et il montre comment les modèles mentaux issus des sciences dures s'appliquent à d'autres typologies de raisonnement. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre de Shane Parrish. Abonnez-vous à Farnham Street, et puis faites-moi savoir vos questions, vos progrès sur ce sujet des modèles mentaux, puisque nous sommes tous des apprentis tout au long de notre vie. Mais rappelez-vous, si c'est bon pour Charlie Munger et c'est bon pour Warren Buffett, c'est peut-être bon pour vous. Voilà. Merci. Et donc, j'attends vos réactions sur ce concept et cette présentation. Merci beaucoup, Patrick. On ne t'entend pas. Merci, Patrick. Alors, nous n'avons pas de questions à ce stade dans le public. En revanche, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les autres modèles mentaux, quelles sont les autres pistes de raccourcis utiles que tu nous proposes. Ah, tu es muté là. Donc, ça fera l'objet d'une série de chroniques, puisque en réfléchissant, et l'avantage de prendre quelques jours loin du monde et loin du bruit, c'est qu'on peut développer de la pensée profonde. On en a parlé déjà, hein, le deep thinking, dans certaines de nos chroniques en début d'année. Il m'est apparu que c'est quelque chose qui pourrait être utile à l'ensemble des entrepreneurs, ceux que nous conseillons bien sûr, mais aussi tous les entrepreneurs qui regardent ces chroniques, et je sais que vous êtes nombreux. Eh bien, je vais donc prendre un certain nombre de ces modèles mentaux et les transformer en une série de chroniques. Et donc, vous aurez le plaisir, peut-être pas chaque semaine, parce qu'il y aura d'autres choses à tisser dans les chroniques hebdomadaires. Et donc, je garde encore le suspense sur le prochain modèle mental que je vais présenter. Là, je pense qu'on est carrément dans le cliffhanger. Va-t-il tenir prise? Ok, super. Merci beaucoup, Patrick. Alors à toi, Jean-Christophe, de quoi vas-tu nous parler maintenant? Eh bien, écoute, je vais vous parler, si j'arrive à trouver quel est le bon écran. Je pense que c'est celui-là. Hey. Je vais vous parler d'autres raisons d'être positif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est Clotilde qui avait fait une présentation, l'optimisme d'action est une force. Elle nous avait incité à choisir plutôt l'optimisme. Et je voudrais abonder dans ce sens. Je voudrais en surajouter. Je voudrais donner d'autres opportunités pour tout le monde de réaliser que c'est important. Donc, je voulais vous rappeler qu'on était tous des survivants. Eh oui, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a survécu. On a survécu à nos bêtises, on a survécu à notre conduite routière erratique, on a survécu aux maladies. Mais non seulement, mais on est les descendants des survivants. Et les survivants ont dû faire face aux cavaliers de l'Apocalypse. Je vous rappelle que c'est à la fois des révélations de la Bible, mais aussi les révélations par Saint Jean, qui avait manifestement une consommation de stupéfiants un peu importante, et qui a eu des visions des 4 cavaliers qui venaient, alors qui était en fait la guerre et la violence. Hein. Là, on voit un tableau qui décrit les écorcheurs, hein, qui étaient ces mercenaires privés de guerre, qui du coup ont créé des nouvelles pour survivre en tant que groupe. Mais c'est aussi la maladie,
enfin pardon, la famine. Elle a une illustration de la famine ukrainienne, qui est la dernière grande famine qu'on ait connue, hein, qui a tué 3 ou 4 millions d'Ukrainiens. C'est aussi la maladie. Voilà une illustration du médiéval de la peste. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai mélangé les deux illustrations. Tout ça se ressemble beaucoup, vous savez, dans ces illustrations médiévales. Et c'est aussi les bêtes féroces, les bêtes sauvages. Alors, on n'en connaît plus beaucoup, hein, mais là, vous voyez des comparaisons de taille entre des animaux préhistoriques et des animaux actuels. Et vous voyez qu'on a eu des animaux préhistoriques qui étaient d'une taille très conséquente et qui donc étaient des vrais dangers potentiels, des vraies menaces à notre survie et qu'il a fallu donc qu'on les combatte. Et puis, on a survécu aussi à des météorites. Donc, quand vous pensez qu'on est des survivants, bah, vous pensez à la guerre, aux famines, aux épidémies, aux bêtes féroces, aux catastrophes. Et en fait, ça nous trotte dans la tête. Ça fait partie de notre quotidien que de s'inquiéter. Alors après, on s'inquiète collectivement, hein. On voit cette courbe de température et on se dit mais c'est horrible, on va tous mourir. Alors après, quand on la regarde sur une durée un peu plus longue, ça c'est 10 000 ans, on voit qu'en fait, il a fait plus chaud à l'époque minoenne, plus chaud à l'époque romaine, plus chaud à l'époque médiévale, que ça descend plutôt. Donc on devrait plutôt avoir peur de substituer une peur à une autre, qui est la peur du froid, du grand froid. Et quand on regarde sur une longue durée, vous voyez où on est là tout à droite, et vous voyez qu'en fait, il a fait très 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 froid. Il y a eu une autre période qui était probablement très comparable, même plus chaude que la nôtre, qui était entre moins 120 et entre moins 140 et moins 120 000 ans. L'homme existait déjà, puisque l'homme existe depuis 200-300 000 ans. Donc l'homme a vécu tout ça, et c'est donc du coup pas raisonnable de penser que ça va être terrible ce qui va nous arriver avec le climat, mais important de considérer que c'est quelque chose qui résonne en nous, qui est quelque chose qui a donc une réalité, qui a donc une vérité. La même chose avec ce qu'on vit actuellement, hein. Vous voyez les courbes qui montrent que ça y est, c'est reparti, on va tous mourir, des images qui sont celles d'Ebola, alors que quand vous allez regarder les courbes sur le FT, qui fait un très beau travail, vous voyez que dans le pire des cas, on a 45% de morts en plus par rapport à l'habitude, 31 en France. Ah oui, l'Équateur, ils ont doublé leurs morts, mais l'Équateur, le Pérou, c'est toujours un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ils ont eu notamment des notions de confinement très très strictes. Alors, pourquoi est-ce qu'on surréagit autant? Pourquoi est-ce qu'on est autant marqué par ça? Eh bien, je voudrais vous faire part d'une expérience qui a été faite avec des mignonnes petites souris. Et les mignonnes petites souris, on les a torturées en mettant en même temps une petite lumière verte clignotante. Et puis, on les a reproduits, alors bien sûr, séparées les unes des autres, donc elles n'ont pas eu de contact entre elles. Et pour autant, à la troisième génération, on trouvait encore des signes de stress face à une petite lumière verte clignotante. Donc, il y a une façon de transmettre dans le cerveau des informations nécessaires à la survie de l'espèce. Donc, on a très certainement, probablement via l'ADN, des informations qui nous arrivent pour faire face à des menaces de guerre, des menaces de maladie, des menaces d'énormes catastrophes, des menaces de disparition entière de civilisation qui est très probable. C'est-à-dire que je vous ai parlé d'une période où les températures étaient équivalentes à maintenant. Donc, on peut tout à fait imaginer que durant ces périodes, eh bien, l'homme est soit parfaitement développé,
Et on peut tout à fait imaginer que pendant ces périodes, il y ait une civilisation comme la nôtre, ou des civilisations comme la nôtre, et si elles avaient été, on n'aurait très certainement aucune trace d'elles aujourd'hui, de la même façon qu'on n'aurait aucune trace de la civilisation dans laquelle on vit, au-delà de quelques millénaires. Or là, vous voyez, il y a quand même quelques millénaires, il y en a une centaine de milliers. Voilà, une centaine. Voilà, donc c'était pour vous dire quoi? Pour vous dire que finalement, on a en nous des souvenirs qui vont nous provoquer des stress. Alors, le stress, c'est le fait d'être prêt au combat, c'est le fait d'être prêt à se battre, c'est le fait de savoir que parce qu'on a des bêtes sauvages qui peuvent nous attaquer, parce qu'on a des guerres qui arrivent sur nous, eh bien, on va devoir mobiliser toute notre énergie pour se battre et mobiliser toute notre énergie pour guérir. L'idée d'être prêt à la blessure. Et la réponse donc du coup du corps est une réponse très adaptée en cas de combat, en cas de stress et de violence physique, et complètement inadaptée à notre monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se préparer à se battre, ça ne va pas tellement être utile. Et quand vous allez vous préparer à vous battre, le corps va vous empêcher de réfléchir. Quand vous allez vous préparer à guérir des blessures, le corps va créer des inflammations pour pouvoir régénérer les tissus. Et ça, c'est la porte ouverte à toute une série de maladies qui nous accablent aujourd'hui. Donc ce cerveau qui a gardé en tête ce qui est important pour survivre, finalement ne fait pas attention au fait que ce soit inadapté, probablement parce qu'au niveau de l'espèce, ce n'est pas très grave. Être malade à partir de 40, 50 ans, ce n'est pas très grave, on a déjà eu des enfants. Donc l'espèce continue. Alors comment lutter? Eh ben, il faut changer les informations, il faut combattre les informations qu'a notre cerveau. Il faut combattre les pensées négatives en se disant, certes j'en ai, mais ça ne sert à rien de les entretenir, elles sont déjà suffisamment fortes. La bonne façon de faire ça, c'est de célébrer. Tous les soirs, on a appris qu'il fallait faire sa prière. Eh bien, faites votre prière, c'est-à-dire rassembler les éléments formidables de la journée. Après, on peut s'apaiser. Comment est-ce qu'on s'apaise? Eh ben, on va prendre une douche d'eau chaude, on va aller faire un massage, on va écouter de la musique agréable. Dernière piste, se rassembler, aller à un concert, se retrouver nombreux à être contents de la même chose. Donc, en résumé, on va célébrer. Merci, merci Jean-Christophe. Alors, j'ai une question pour toi. Comment s'appelle cette hormone qui se déclenche quand on serre quelqu'un dans ses bras? Je ne sais plus si c'est L'oxytocine. l'oxytocine. Voilà. Et il me semble que c'est une des hormones qui régule l'humeur et qui a d'autres propriétés, hein, je crois. C'est une hormone qui est l'hormone qui régule notre envie sociale. C'est, elle est à la fois le signe de l'attraction sociale, elle est le signe du bien-être à plusieurs. Et c'est une des multiples hormones que l'on sécrète pour nous dire que tout va bien et qu'on peut s'apaiser. C'est aussi l'hormone de quand la femme allaite, elle sécrète cette hormone et ça génère aussi du lait au moment de l'allaitement. Donc c'est assez lié dans l'amour filial aussi. Donc on a là une solution effectivement lorsqu'on se rassemble
On peut également, alors c'est un petit peu moins fréquent ces jours-ci, mais justement, je crois que c'est source de beaucoup de malheur, notamment pour les anciens qui sont isolés. Bien sûr. Et donc, serrer dans ses bras les gens qu'on aime me paraît être une excellente idée en toute période et en tout temps, mais tu le dirais également particulièrement en ce moment. J'ai cité le massage. Le toucher est un des sens qu'on perd le plus dans notre civilisation occidentale. La musique est devenue très présente. La stimulation visuelle est très présente. La stimulation olfactive, quand on va déjeuner ou dîner, tout ça est assez présent. Le toucher fait partie des choses qu'on a repoussées. Et la situation qu'on vit actuellement explique très bien comment on est arrivé à ça. On est en train enfin, on vit en civilisation urbaine depuis peu de temps, et la civilisation urbaine facilite la propagation des maladies, des virus, des germes, et du coup, on a appris qu'il fallait essayer d'éviter cette propagation. Alors même que la survie de la civilisation vient au contraire dans l'échange de ces germes, au détriment de ceux qui n'arrivent pas à y survivre, évidemment. Mais c'est la seule solution pour éviter de se retrouver comme les populations d'Amérique qui ont été littéralement décimées par la variole et la, c'est smallpox, et puis l'autre, c'est la rougeole. Donc, mais c'est très intéressant, hein. Il y a des histoires comme ça de marins qui débarquent dans une île isolée et qui vont, parce que l'un d'entre eux a la rougeole, ils vont décimer toute la population, sauf les plus de 65 ans, parce que il y a 65 ans, il y avait déjà eu une épidémie de rougeole et qu'ils avaient donc développé une immunité, mais pas les plus jeunes qui n'avaient pas eu accès à ça. Donc, Il y a un très bon podcast là-dessus qui s'appelle Falls of Civilizations. oui, Et il y en a un qui, je sais pas, t'as écouté, il y en a un qui est sur Easter Island, et en fait ils expliquent que, ouais, spoiler alert, c'était une des raisons de, de la fall of their civilization était les germes apportés par oui, ça, on pourra en colonisateur. reparler, mais c'est un excellent podcast qui parle de la chute des grandes civilisations, comment est-ce qu'elles ont disparu. Donc, c'est toujours une interprétation, mais c'est intéressant. Je propose qu'on mette dans les notes, lorsque nous publierons cette chronique sur notre chaîne YouTube Melsion, qu'on rajoute, Génie, le lien vers ce podcast. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de nos échanges, de nos idées et de cette façon que nous avons maintenant de transmettre au plus grand nombre ce que nos clients expérimentent chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une autre chronique. D'ici là, vous pourrez vous rendre sur les réseaux sociaux, jeter un coup d'œil. Si vous avez des questions, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à poser votre question. Nous surveillons les réseaux sociaux chacun et nous y répondrons de la meilleure façon, soit sur les réseaux sociaux, soit même ça peut nous donner des idées pour les chroniques futures. Donc n'hésitez pas. Merci Génie, Merci à merci tous. Jean-Christophe, et puis merci à nos fidèles membres qui viennent écouter en direct ces chroniques. À bientôt. À bientôt. Merci à tous les deux, merci à tous. Bon week-end.